Le proto-slave est, comme son nom l'indique, une proto-langue, c'est-à-dire une reconstruction de l'ancêtre commun des langues slaves, de la langue slave originelle, qui a donné toutes les autres. Il s'agit d'une langue non attestée, dans laquelle on ne possède aucun écrit, et qui correspond uniquement à ce que l'on a pu déduire à partir des données accessibles sur les langues slaves d'un côté, dans leur version actuelle ou historique, qu'elles soient vivantes ou mortes, et aussi sur d'autres langues indo-européennes ou langues qui ont été en contact avec le slave. Ces reconstructions sont fiables dans la mesure où des données, il y en a beaucoup, et ce malgré le fait qu'il n'y ait pas d'écrits en proto-slave même. Les écrits les plus proches du proto-slave que l'on a viennent du vieux slave à partir du IXe siècle, et ce sont des écrits uniquement de type liturgique, c'est-à-dire assez lointain de la forme parlée de la langue, que le proto-slave est censé représenter. De plus, le vieux slave correspond à une période de l'évolution du slave que l'on qualifie parfois de slave commun, un état où la langue n'était plus un système linguistique unique, mais où des divisions régionales commençaient à se former. Cela ne veut pas dire que le proto-slave était un monolithe unifié, dans la mesure où une langue sera toujours parlée de façon diverse, en fonction du locuteur, du contexte, de la classe sociale, du lieu de vie, etc. En revanche, les différentes variantes du slave commun n'ont pas subi certains phénomènes de la même façon, amorçant ainsi le chemin qui fera d'elles les versions historiques, puis actuelles des langues slaves. Du coup, pour moi qui ne suis pas un spécialiste des proto-langues en général, j'ai été surpris d'entendre parler du proto-roman. Car quand on y réfléchit, la langue étant à l'origine des langues romanes, elle existe, elle est bien attestée. Il s'agit, sauf erreur de ma part, du latin. Et si le proto-roman n'est pas du latin, alors qu'est-ce que c'est? En quoi ça diffère du latin? Quelle est son utilité? Comment est-il construit? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai fait appel à Hugo, qui est en fait celui qui m'a à l'origine parlé du sujet. Il est doctorant en diachronique romane à la Sorbonne, et il travaille donc justement sur le proto-roman. C'est donc lui qu'il faut remercier pour la suite de cette vidéo. Et donc, oui, les parlers romans ont bien comme ancêtre commun le latin, une langue qui est bel et bien attestée. Mais encore faut-il préciser quel latin constitue cet ancêtre commun. Ce que l'on oublie souvent, même si cela peut paraître évident, c'est qu'une langue ancienne comme le latin nous est parvenue exclusivement à travers des textes, qui plus est des textes écrits par des élites et qui sont donc réservés à certains contextes très particuliers, comme la littérature ou la politique par exemple. Cela rejoint donc un peu ce que l'on a dit sur le vieux slave plus tôt. La notion de proto-roman, elle intervient lorsqu'on élargit un peu les horizons et qu'on fait intervenir la notion de diasystème. Par diasystème, on entend l'ensemble des variétés d'une langue, notamment diachronique, c'est-à-dire étalée sur le temps, diatopique, c'est-à-dire géographique, et diastratique, c'est-à-dire sociale. Car les langues romanes ne procèdent pas d'une langue écrite et classique, mais d'une variété orale et populaire de cette même langue, bien distincte de celle des élites et surtout de celle qui est écrite par les élites. Le proto-roman se définit donc comme le corrélat oral et non standardisé du latin écrit. On parle de basilecte, c'est-à-dire de formes moins prestigieuses de la langue, et le proto-roman représente donc une variété basilectale et spontanée au sein du diasystème que le romaniste Robert de Dardel appelle le latin global de l'Antiquité. Cette variété était loin d'être unitaire et présentait donc, comme dans toute langue, de nombreuses variations que le code écrit n'a que rarement conservées. La notion de proto-roman est relativement récente, et a notamment pour vocation de dépasser les catégories traditionnelles de latin vulgaire, latin tardif et latin parlé. Les promoteurs de ces concepts ne basent généralement leurs travaux que sur des textes tardifs en latin, d'époque impériale ou médiévale, qui sont en effet susceptibles de refléter certaines caractéristiques de la langue parlée. Mais la notion de proto-roman, elle va plus loin. Elle a pour vocation de véritablement inclure la linguistique romane à la linguistique historique et d'y intégrer toutes les facettes de la méthode comparative, à savoir la comparaison des langues romanes entre elles et la reconstruction de leur ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, le proto-roman, est une variété éminemment orale. Cette démarche est principalement promue par le projet de dictionnaire étymologique roman, qui est appelé le DEROM. Je vous mets d'ailleurs les liens en description pour y accéder. La reconstruction permet de mettre en évidence pas mal de différences. Alors, je ne vais pas non plus présenter ces deux variétés comme étant totalement disjointes et sans rapport l'une avec l'autre au sein du diasystème, mais il est tout de même possible d'observer des différences notables à plusieurs niveaux. Et pour trouver ces exemples, le DEROM va nous être particulièrement utile. Il y a d'abord les différences phonologiques. On peut notamment citer l'opposition vocalique de quantité, c'est-à-dire voyelles longues et voyelles brèves, qu'on a en latin classique, et qui correspond en proto-roman à une opposition fondée sur l'aperture, c'est-à-dire l'ouverture de la bouche.
Je vous mets toutes les formes des noms à l'accusatif et les verbes à l'infinitif, c'est plus pratique pour illustrer mon propos. On peut prendre l'exemple de mots du latin classique dont les voyelles des syllabes accentuées sont soit courtes, comme avec decem, 10, avec un « e » court, soit longues, comme avec venam, ven, qui est ici avec un « e » long. Pareillement, on peut citer nivem, neige, avec un « i » court, ou encore le verbe scribere, écrire, avec un « i » long. En proto-roman, il n'y a pas d'opposition de longueur, en revanche, une opposition d'aperture plus marquée qu'en latin est observable, avec des corrélats oraux comme dece, avec un « e » ouvert, et vena, avec un « e » plus fermé, ou encore neve, avec un « e » plus ouvert, et scrivere, avec un « i » plus fermé. Pour être clair, une opposition d'aperture minime existait très probablement aussi en latin, mais n'a pas l'importance de celle du proto-roman. On a aussi des différences de type phonétique. La reconstruction du proto-roman amène parfois à des vocables qui ne correspondent pas exactement à leur correspondant écrit sur le plan phonétique. Si on prend en latin classique le mot augustum, qui veut dire août, il a comme corrélat oral augusto. La diphtongue initiale au du latin ne peut pas être construite en proto-roman compte tenu des données romanes. Le mot pediculum, qui veut dire pou, correspond à pediclu. Ici, on observe une chute de la voyelle pénultième inaccentuée, c'est-à-dire l'avant-dernier ou. On peut aussi donner l'exemple du mot battuere, qui est reconstruit battere, en proto-roman sans ou. Il y a bien entendu aussi des différences morphologiques. Par exemple, la reconstruction du proto-roman permet souvent de faire apparaître des types morphologiques qui diffèrent de ceux du latin classique. Le latin classique possède une classe de verbes qui sont dits déponents. Ce sont des verbes qui ne se conjuguent qu'au passif, mais qui ont un sens actif. En proto-roman, on ne reconstruit pas du tout cette classe de verbes déponants. Un verbe déponent en latin, comme le verbe naître, correspond donc à un verbe non déponent en proto-roman. Un même vocable peut donner lieu à la reconstruction de divers types morphologiques qui sont parfois en concurrence. Ce verbe, qui veut dire briller, et qui est de la deuxième conjugaison, possède plusieurs reconstructions. La première est le pendant logique de la forme latine. Voici la deuxième, qui est la plus reprise dans les idiomes romans. Ici, on observe un glissement de la deuxième à la quatrième conjugaison. Il y a aussi une troisième forme qui existe, et le glissement se fait ici vers la troisième conjugaison. Je mentionnerai ensuite quelques différences lexicales. La comparaison des langues romanes permet en effet la reconstruction de vocables qui ne sont pas attestés en latin classique. On a par exemple ce mot, qui veut dire cloison, clôture, et qui est reconstructible sur la base de 4 cognats, un qui vient du français, un autre qui vient du franco-provençal, un troisième qui vient de l'occitan, et un quatrième qui vient du gascon. On a aussi ce mot, qui veut dire quelque chose comme bélier, bélier châtré, et qui est un emprunt du proto-roman au gaulois, et qui est reconstructible sur la base d'un certain nombre de langues romanes. Et pour terminer, je donnerai quelques différences d'ordre morphosyntaxique. Il est difficile ici d'entrer dans les détails sans étude approfondie, dans la mesure où il n'est pas forcément possible de reconstituer des formes fiables en proto-roman. Ce qui semble en revanche plus certain, c'est que ces changements, qui concernent les langues romanes en général, ont eu lieu, ou ont commencé, en proto-roman. On peut évoquer l'évolution des démonstratifs en articles définis, les articles définis actuels étant souvent originaires du démonstratif il est, il a, comme ici en français, en italien et en roumain, mais aussi parfois de ipse, ipsa, comme ici en sarde. On peut aussi évoquer la réduction du système casuel, généralement ramené à 3 cas en proto-roman, nominatif, accusatif et un cas génitif-datif, alors qu'il y en a 6 ou 7 en latin classique. Si l'on met de côté le roumain, il n'y a généralement plus de cas du tout dans les langues romanes modernes, mais on en rencontrait toujours dans des états de langue plus anciens, comme en ancien français et en ancien occitan par exemple, ce qui a participé à pouvoir reconstituer le système casuel du proto-roman. On a une vidéo sur le sujet d'ailleurs, le lien est en description. Et pour terminer, on peut citer l'émergence de nouveaux temps verbaux, comme le futur périphrastique construit sur l'infinitif suivi des cognats du verbe avoir. Car oui, dans une forme comme je chanterai en français, c'est bien à l'origine l'infinitif du verbe chanter suivi de la forme conjuguée du verbe avoir que l'on a. Et donc voilà en gros ce qu'est le proto-roman. Il nous donne accès à des formes qu'on ne rencontrerait pas nécessairement autrement. Certaines peuvent avoir un équivalent écrit, et on peut alors dire que le proto-roman est en partie attesté,
mais seulement dans des variétés tardives et ou moins formelles du latin, souvent ignorées des études classiques. Parce qu'en fait, le mot pour cloison, avec la même racine que celle qu'on a citée, existe en latin, mais il n'apparaît qu'au XIVe siècle, alors que agustum sans la diphtongue est présent dès le 1er siècle, mais uniquement dans des inscriptions, donc dans un registre plutôt populaire. L'Appendix Probi, avec ses 227 erreurs du latin corrigées, est aussi un précieux témoignage de la langue orale. Mais à côté de ça, beaucoup de formes ne sont pas attestées du tout, et ne nous sont donc accessibles qu'à travers l'application de la méthode comparative. Et c'est là que la reconstruction du proto-roman devient vraiment précieuse. Elle nous permet d'avoir accès à la langue parlée, celle qui est vraiment à la base des langues romanes, avec toute sa richesse et ses variations. Et surtout, elle nous évite de rester coincés avec les seules sources écrites qui sont très archaïques et très normées. Cela dit, on ne peut pas reconstruire le proto-roman sans s'appuyer en permanence sur les données du latin écrit, qui reste un outil extrêmement précieux, car une langue reconstruite ne donne accès qu'à une partie seulement du système originel et ancestral, celle que les langues filles ont conservée. En combinant les données du latin classique et celles du proto-roman, on met toutes les chances de notre côté pour décrire et comprendre un système plus global, plus complet et plus fidèle à la réalité linguistique. C'est un véritable diasystème. Une fois n'est pas coutume, nous avons ici fait la part belle à la linguistique romane, sans trop la confronter aux langues slaves comme nous l'aurions fait habituellement. J'ai personnellement apprécié d'avoir ici abordé le terme des proto-langues sous un angle un peu différent, qui a d'ailleurs remis en question et complété ce que je pensais savoir sur le sujet, donc merci beaucoup à Hugo pour ce travail. Hugo qui d'ailleurs devrait passer sa soutenance dans les semaines qui suivent, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, car qui sait, peut-être serais-je tenté de le reproduire dans le futur en faisant intervenir d'autres personnes. Je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne, notamment financièrement sur Patreon ou sur Ko-fi. C'est vraiment très important pour la survie de la chaîne, donc si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à les rejoindre. Et vous pouvez bien sûr aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord pour participer à la vie de la chaîne. J'ai déjà publié ici un certain nombre de vidéos faisant le lien entre les langues slaves et les langues romanes. Il y a par exemple cette vidéo qui parle des cas dans les langues slaves et romanes, ou celle-ci qui compare les deux familles sous l'angle de la question de la palatalisation.